Merci Pierre-Yves, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour me supporter pendant un certain nombre de minutes et peut-être après dans le cadre d'un débat pour commenter l'ouvrage qui est sorti il y a 1 mois et demi qui s'appelle donc La Tentation Zemmour et Grand Remplacement, dont vous avez un certain nombre d'exemplaires. Alors je vais très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais Pierre-Yves a dit tellement de choses que je ne vais pas rajouter grand-chose, essayer de me situer. Deuxièmement, situer l'histoire de l'ouvrage lui-même, et puis je vais parler du grand remplacement, et je terminerai, parce que c'est ça qui fera peut-être débat, sur Éric Zemmour et sa trajectoire présidentielle par rapport au grand remplacement. Donc, comme un certain nombre d'entre vous le savent, dans le civil, je suis consultant international sur l'Afrique et sur l'immigration. J'ai passé 26 ans de mon temps en Afrique, pas à plein temps, enfin quand même pas mal, et je travaille toujours avec les diasporas africaines et maghrébines en France. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, j'ai enseigné l'image politique à l'université Paris-XII, et pas seulement aux étudiants, mais aux adultes qui venaient se former théoriquement à quelque chose qu'ils connaissaient très bien pratiquement, ce qui m'a permis de faire la formation d'un certain nombre de responsables, voire de leaders politiques qui sont aujourd'hui dans des régions, dans des villes, dans des communautés territoriales. J'ai même eu comme stagiaire M. Valéry Giscard d'Estaing, qui était vraiment un stagiaire insupportable, parce qu'il a passé son temps à discuter pendant que je parlais, ce que je n'aime pas complètement. Bon, passons. Et troisièmement, je suis aussi spécialiste depuis une quarantaine d'années de la littérature de jeunesse. Voilà, pour me situer, il y a derrière moi 90 bouquins, 6 expos internationales, et je crée aussi des jeux. J'ai fait le jeu de loi de Jean Marot, de Clément Marot, je viens de sortir le jeu de cartes de Jean Cocteau, je prépare le jeu de cartes du musée de la Romanité, et comme l'a très bien dit Pierre-Yves, je ne fais que ce que personne ne fait. Alors non pas par principe, mais parce que mettre ses pas dans les pas de ceux qui sont devant vous, ça fait pas tellement avancer la recherche, ça fait pas tellement avancer la création, et moi ça me fait très plaisir de passer d'un sujet à un autre. Alors j'ai mis là quelques-uns de mes anciens ouvrages qui sont tous à 8 €, c'est-à-dire pas du tout le prix qu'ils le valent, mais parce que ou bien ce sont des ouvrages épuisés, ou bien ce sont des ouvrages qui vont être réédités, mais dans une autre maison d'édition, donc l'édition ancienne elle est plus valable. On a parlé tout à l'heure des cocktails. J'avais fait le premier ouvrage sur l'imaginaire des cocktails, c'est-à-dire à quoi vous rêvez quand vous buvez un cocktail. Et mon aquarellisme avait fait 80 aquarelles pour illustrer chacune des étapes de ce tour du monde. Bon, mon éditeur est parti à La Réunion, laissant tomber le bouquin. On a quand même eu le prix Spirit Bar en 2015, et du coup j'ai trouvé un autre éditeur, ce qui fait que les anciens, j'ai été obligé de les racheter, parce que je n'avais pas le droit de publier un bouquin si le même existe déjà dans l'Hexagone. Donc j'ai racheté les anciens, ils sont donc au prix où je les ai rachetés, c'est-à-dire à 8 €. Bon, il y a des romans, il y a des beaux livres, etc. Je passe. Alors je vais quand même raconter un petit peu, Pierre-Yves en a dit 2 mots, l'histoire de ce bouquin. En 2019, j'ai effectivement publié un ouvrage qui s'appelait Le Grand Remplacement, réalité ou intox, qui est un ouvrage strictement scientifique, qui n'est ni pour le grand remplacement, ni contre le grand remplacement, qui explique, je vais y revenir, ce qu'est
le grand emplacement avec ses 3 grandes divisions. Et cet ouvrage, il a été épuisé l'année où il est sorti. Donc je souhaitais bien entendu qu'il soit réimprimé, sauf que Pierre-Guillaume de Roux est mort et que sa maison est en liquidation. C'est entre parenthèses que les droits d'auteur, je ne les ai pas véritablement vus, mais enfin ça fait partie de la vie. Donc, j'étais un peu ennuyé de me retrouver avec un ouvrage que j'estimais très sérieux. J'avais quand même travaillé 3 ou 4 ans là-dessus. Et je suis donc allé voir Frédéric Obadia en lui disant moi j'aimerais bien ressortir l'ouvrage Le Grand Emplacement et puis l'actualiser, et puisque Éric Zemmour a choisi comme acte de sa campagne le Grand Emplacement, on peut appeler ça La Tentation Zemmour et Grand Emplacement. D'où l'ouvrage est sorti il y a 1 mois et demi. Bon, je me plains pas de la couverture médiatique que j'ai eue, parce que, bon, j'ai eu pas mal de choses, Valeurs Actuelles, Atlantico, TV Liberté, et même des radios de gauche, enfin, une radio de gauche, quelques journaux et autres. Et donc, je vais commencer par rentrer dans le vif du sujet en expliquant ce qu'est le grand emplacement. Alors vous me direz que vous savez pour une grande partie d'entre vous ce que c'est, sauf que quand on écoute les journalistes, on s'aperçoit que malheureusement, ils utilisent tous l'expression sans savoir ce qu'il y a derrière. Alors d'abord, cette expression, elle a une histoire. C'est pas Éric Zemmour qui l'a inventée. C'est même pas Renaud Camus qui l'a inventée. J'ai fait un travail historique sur la notion de grand remplacement. Eh bien, et vous voyez, parfois ça sert de travailler sur la littérature de jeunesse. En 1895, le capitaine d'Henritte, anagramme du colonel Drian, qui va mourir en 2016 à la tête de ses soldats dans le bois des Corps pour près de Verdun contre 1916. 1916. Oui, 1916. J'ai dit quoi? 2016. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, mais j'aurais pas dû voir, monsieur. Bon. Donc, le colonel, le capitaine, qui était le capitaine à l'époque d'Henri, publie un ouvrage qui s'appelle L'Invasion Noire. Je veux dire qu'en termes de grand emplacement, l'invasion noire, ça s'impose. Et alors cet ouvrage est complètement fascinant. Bien sûr, c'est un ouvrage écrit à la fin du 19e siècle, avec le style fin du 19e siècle. Vous savez, ces gros bouquins qu'on donnait en prix aux enfants qui ne les lisaient pas, mais qui étaient très contents de les mettre dans la bibliothèque. Alors, dans cette invasion noire, les Africains, poussés par leurs marabouts, qui leur disaient de pratiquer le djihad et d'aller en Europe où il serait beaucoup mieux, arrivent sous les murs de Paris. Et là, miracle, Paris est sauvé, car, on n'appelait pas ça des drones encore, des objets volants non identifiés balancent sur les Africains une série de bombes chimiques qui détruisent à la fois l'armée africaine et aussi d'ailleurs une partie des habitants de Paris qui étaient là, eux aussi. Donc l'invasion noire, terminée, c'était le premier grand remplacement manqué. Mais le colonel d'Henritte, le capitaine d'Henritte, ne va pas sortir là. En 2005, il réédite, et cette fois-ci, ce n'est pas l'invasion noire, c'est l'invasion jaune. Alors, 1905, bien entendu. Alors, dans l'invasion jaune, ça se passe beaucoup moins bien. Les Japonais, absolument décidés à conquérir l'Europe, ils avaient déjà, ils venaient de faire leurs armes contre la Russie, franchissent
le Rhin et se heurte aux troupes européennes. C'est la première fois qu'il y a une armée européenne. Guillaume II, le roi de Prusse, a réussi à fédérer tous les Européens pour combattre l'invasion jaune, sauf que l'armée européenne, germano-européenne, est battue à plat de couture, et donc les Japonais s'emparent de l'Europe et de la France, et les derniers Français se rapatrient à Djerba, en Tunisie, où ils vont réfléchir à comment essayer de reconquérir notre pays. Donc vous voyez, le grand remplacement, ça a quand même déjà une histoire. Alors après, il y a eu Barès, il y a eu Raspail, il y a eu Renaud Camus, et il y a eu Éric Zemmour. Alors, pour être précis quand même, le grand remplacement, c'est trois choses. C'est le grand remplacement quantitatif, c'est le grand remplacement qualitatif, et c'est le grand remplacement politique. Alors, le grand remplacement quantitatif, c'est donc un grand remplacement démographique qui a lui-même deux versions. Il y a le grand remplacement extérieur et le grand remplacement intérieur. Le grand remplacement extérieur, c'est en général ceci dont les journalistes font leur miel. Le grand remplacement extérieur, c'est l'arrivée en masse de populations du tiers-monde qui vont évidemment conquérir l'Europe et particulièrement la France, puisque un grand nombre de ces populations viennent des pays que nous avions colonisés, notamment le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est le grand remplacement extérieur. Alors, c'est intéressant de confronter ce grand remplacement aux chiffres. C'est facile de faire des théories, mais c'est mieux quand on a des documents. Donc aujourd'hui, je prends les chiffres officiels, l'Office français d'immigration et d'intégration de Didier Lesky a publié en 2018 un ouvrage qui s'appelait « Les migrations singulières » à la Fondation des sciences politiques, dans lequel il démontre que les immigrés, au sens strict du terme, c'est-à-dire des personnes nées étrangères de parents étrangers, représentent aujourd'hui 11% de la population française. C'est pas loin du chiffre de l'INSEE, les derniers chiffres sont à 10,6%. Ajoutons quand même un correctif, ces chiffres ne prennent pas en compte ni Mayotte, ni les personnes en situation irrégulière, l'OFI expliquant qu'il est dans l'incapacité de décompter, on peut le comprendre, les personnes en situation irrégulière, et l'INSEE ne s'étant jamais lancé à essayer d'approcher la réalité des migrations irrégulières, ce qu'il faut reconnaître extrêmement difficile. Bon, je reviendrai là-dessus, le cas échéant dans le débat. Donc ça, c'est le grand remplacement extérieur. 11%, ça fait 7,6 millions. Si j'ajoute Mayotte, si j'ajoute les migrants en situation irrégulière, dont le chiffre varie entre 300 000 selon Gérard Collomb et 1 500 000 selon André Possokov, on a essayé quand même de faire une fourchette un tout petit peu moins large que Strato, et bon, on est entre 450 et 750 avec une sorte de version moyenne aux alentours de 600. Alors, le deuxième grand remplacement démographique, c'est le grand remplacement intérieur. C'est-à-dire le fait que les enfants de personnes étrangères sont de plus en plus nombreux, malgré ce qu'on appelle la transition démographique.
Alors pour ceux qui ne sont pas spécialisés en démographie, la transition démographique, c'est tout simplement le fait que les jeunes femmes d'aujourd'hui font moins d'enfants que leurs mères, qui font, elles aussi, moins d'enfants que leurs grand-mères, ceci sur des grands chiffres. Parce qu'évidemment, si on prend pays par pays, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce grand remplacement, intérieur, il est relativement important, puisque aujourd'hui, je prends toujours les chiffres officiels, on compte entre 13 et 16% d'enfants d'origine étrangère. Alors je dis entre 13 et 16 parce que vous avez les enfants qui sont nés de 2 personnes étrangères et les enfants qui sont nés d'un couple mixte. Alors est-ce que pour les enfants nés d'un couple mixte, il faut les compter à 100% ou il faut les compter à 50%? Il y a un gros débat scientifique là-dessus, c'est vrai. Donc voilà un petit peu la marge. Bien sûr, là encore, on compte pas Mayotte et on ne compte pas les enfants de migrants en situation régulière qui sont moins nombreux quand même, il faut le dire, que ceux de migrants en situation régulière. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Vous avez été au courant des cartes de France Stratégie qui ont été publiées en 2020. Ces cartes de France Stratégie sont une étude qui a été faite sur 55 agglomérations de plus de 100 000 habitants, et on voit que dans ces agglomérations, le pourcentage des enfants d'origine étrangère est plus important qu'il était en 2018, et que dans certains endroits, il atteint 40, 50, voire 70% dans des quartiers comme Flandre, Stalingrad, par exemple, et qu'en Seine-Saint-Denis, bien entendu, il a depuis très longtemps passé les 2 tiers. On a plus de 2 tiers d'enfants d'origine étrangère nés en Seine-Saint-Denis. Mais si on regarde plus largement dans le territoire français, on s'aperçoit que dans certaines villes comme Roubaix, comme Nantes, comme Rennes, comme Nîmes, qui est ma propre ville et que je connais pas trop mal, là encore, la population des enfants d'origine étrangère grandit. Ça amène donc un certain nombre de gens, et je reviendrai là-dessus, à se dire que puisque ça continue à grandir, un moment ou un autre, la population d'origine étrangère va être plus nombreuse, presque aussi nombreuse, à peine moins nombreuse que la population autochtone, et que donc un basculement démographique va s'opérer. On n'y est pas encore, mais c'est une hypothèse caressée par les partisans du grand remplacement. Ça, c'est pour le grand remplacement quantitatif. Le deuxième grand remplacement, il est qualitatif et il est lié essentiellement à la transformation de notre civilisation et notamment à l'impact de l'islam sur la population française. Alors, évidemment, il est théoriquement strictement impossible de faire un décompte du nombre de musulmans en France, et puisque c'est impossible, ça vaut le coup d'essayer de l'approcher. Donc, dans un ouvrage qui a déjà 3-4 ans, qui s'appelait « L'islamo-business, le vivier du terrorisme », j'avais fait un travail d'analyse scientifique par 3 méthodes pour essayer de cerner ce que représentait l'Oumma. L'Oumma, c'est l'ensemble de la communauté qui se rattache, ou qui dit se rattacher, à la religion musulmane, y compris les enfants, qui n'ont pas choisi automatiquement d'être musulmans, mais qui sont rattachés.
y compris les agnostiques, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, y compris les non-pratiquants. Et par 3 méthodes différentes, une méthode linéaire, une méthode par les ethnies, et une méthode scientifique assez compliquée qui consiste à croiser le solde naturel et le solde migratoire, on arrive à 9 millions de personnes se rattachant à l'Oumma. C'est très loin de ce que vous disent les journaux qui parlent de 5 à 6 millions de musulmans en France. Alors, s'ils disaient 5 millions de pratiquants, effectivement, on n'est pas loin de la vérité en ce qui concerne le nombre de pratiquants. Seulement l'Oumma, c'est, comme je l'ai dit, beaucoup plus large, car si vous comptez les enfants, les non-pratiquants, les agnostiques, on arrive aux alentours de 9 millions. Alors 9 millions, c'est pas la moitié de la population française, mais c'est quand même un chiffre important, d'autant plus que, comme dans toute communauté, il est très difficile de se détacher de l'Oumma. Il est très difficile de quitter l'Oumma, parce que en la quittant, vous êtes un peu une sorte de paria. Vous êtes quelqu'un qui ne fait plus partie de la communauté et vous vous sentez quelque part un peu ostracisé. J'ajoute que sur un plan, on va dire, de propagande, une partie de ces musulmans sont actifs, voire activistes, et donc le développement de cette religion musulmane, la promotion et même parfois le prosélytisme de cette population fait que elle est dans une dynamique positive qui est d'ailleurs accentuée par tout ce qui se passe sur le plan international, et on ne se rend pas compte toujours comment, par exemple, la victoire des talibans en Afghanistan a donné un véritable coup de fouet en avant à la population, à une partie, bien sûr, de la population musulmane. Je ne réduis pas les musulmans aux activistes, bien entendu. Mais c'est important, et donc là encore, on s'approche d'un seuil où peut-être une partie de notre civilisation pourrait basculer du fait de la pression de ces minorités agissantes. Et le troisième élément de ce grand remplacement, c'est l'élément politique. Les tenants du grand remplacement, dans leur très grande majorité, pensent que nos pouvoirs actuels soit encouragent, soit au pire laissent aller les choses de telle façon qu'ils ne mobilisent pas contre ce grand remplacement une partie de la population française qui n'a absolument pas envie de vivre cette situation. Donc, grand remplacement quantitatif, grand remplacement qualitatif, grand remplacement politique. Alors moi je fais un travail scientifique, d'analyse, et je vais probablement décevoir un certain nombre d'entre vous en disant que l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Je ne partage pas grand-chose avec M. Hervé Lebras, mais il y a au moins un point sur lequel on est d'accord, c'est que toutes les prévisions à 50 ans risquent d'être fausses à 98%. Et quand on regarde les prévisions qui ont été faites, on s'aperçoit que des organismes aussi sérieux que la division de la population des Nations Unies, quand même, sont considérés comme
la bouche d'or de la communauté internationale, se sont parfaitement plantés en ce qui concerne la démographie. Il est très intéressant de relire 20 ou 30 ans après les prévisions qui avaient été faites par un certain nombre de démographes en 2000, en 1990 et même avant. D'ailleurs intéressant d'autant plus que ce sont les Nations Unies qui ont pour la première fois sur le plan international parlé des migrations de remplacement. C'est le mot qu'ils ont utilisé, migration de remplacement. Donc il ne faut pas aller après reprocher aux uns d'utiliser la notion de remplacement. C'est les Nations Unies qui l'ont utilisé les premiers sur le plan international. Et alors, il expliquait que pour que nos retraites puissent être payées par la population, eh ben, il fallait rajeunir la population européenne qui vieillissait, et donc rajeunir, ça veut dire faire appel à un grand nombre d'immigrés, puisque eux, au moins, arrivaient jeunes, actifs, travailleurs. J'oubliais qu'ils amèneraient avec eux leurs femmes et leurs enfants, mais enfin bon. Donc, ils allaient effectivement permettre non seulement de payer nos retraites, mais même de réduire le chômage, etc., etc. Alors, je passe le détail, j'ai donné quelques exemples assez savoureux dans l'ouvrage, mais, si vous voulez, historiquement, très peu de spécialistes ont été capables, il y a 30 ans, de décrire la situation d'aujourd'hui. Et donc, quand on pense qu'ils veulent décrire la situation dans 30 ans, on peut se poser des questions. Et des questions très précises, très concrètes. Personne n'est capable aujourd'hui, à ma connaissance, de donner scientifiquement l'impact du bouleversement climatique, je préfère ça, réchauffement climatique, l'impact du bouleversement climatique sur les migrations. Personne n'est capable de le déterminer. Personne n'est capable aujourd'hui de déterminer si les pandémies qui se répandent, et notamment les pandémies qui se répandent dans les pays tiers, vont ou non modifier les vagues migratoires. Personne ne sait si la transition démographique qui existe effectivement au Maghreb, encore que. Enfin, globalement, même si on voit des poussées de fièvre reproductrice, cette transition, elle est quand même inscrite sur une assez longue période. Mais personne ne sait si cette transition démographique va se répandre dans toute l'Afrique subsaharienne. On voit quelques petits éléments dans les villes, mais on est encore avec des ratios de 7 enfants par femme, aussi bien dans un pays musulman comme le Niger, que dans un pays chrétien comme Madagascar. Donc, est-ce que cette transition démographique dans 30 ans, elle va jouer non seulement sur les pays d'origine, mais sur ceux des pays d'origine qui seront venus en Europe et sur leurs enfants. Donc vous voyez, par prudence scientifique, nous ne considérons pas, et quand je dis nous, je ne suis pas le seul, nous ne considérons pas que les courbes démographiques suivent des lignes droites et qui vont prolonger la courbe là où elle était déjà incurvée. Il y a trop de variables pour, à notre avis, mais on pourra en discuter,
il y a trop de variables pour faire des prévisions à 30 ans, à 50 ans, voire, comme certains font actuellement, des prévisions sur l'an 2100, où j'ai lu un certain nombre de fictions qui sont parfois très drôles, mais scientifiquement quand même un tout petit peu discutables, dans lesquelles on s'aperçoit que les dirigeants français sont les chargés de représentation du pouvoir musulman en France, et donc sont en quelque sorte là pour essayer d'être l'interface entre les musulmans majoritaires et quelques petits Gaulois réfractaires qui résistent dans un certain nombre de départements. Alors, ça va m'amener, et je vais essayer d'aller assez vite, ça va m'amener au dernier point, celui qui va probablement vous déplaire encore un tout petit peu plus et susciter le débat. Bien entendu, si j'ai appelé l'ouvrage « La tentation Zemmour et le grand remplacement », il y avait d'abord une bonne raison, c'est que Zemmour avait pris comme choix, comme axe principal le grand remplacement, et donc j'ai été immédiatement en but à tous ceux qui me disaient « Alors, vous êtes pour Zemmour? Vous êtes contre Zemmour? Vous êtes pour le grand remplacement ou vous êtes contre le grand remplacement ?» Et c'est exactement à l'envers de notre démarche scientifique. On n'est pas là pour dire qu'on est pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Notre travail, s'il a un sens quelque part, c'est donner à chacun des outils d'analyse permettant de juger si, oui ou non, après avoir exploré et validé ou invalidé ces outils, eh bien, ils doivent se situer du côté des Zemmouriens, du côté des anti-Zemmouriens, du côté de ceux qui ne sont pas vraiment Zemmouriens, mais qui se demandent si tout compte fait, il ne faudrait quand même pas mieux voter pour Zemmour. Bon. Donc, je ne me situe pas dans cette perspective-là, qui est pour moi une perspective journalistique. Je reste sur un plan scientifique. Et alors là, parce que je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt quand même, hein, j'ai exposé que la victoire idéologique d'Éric Zemmour pourrait très bien se transformer en défaite électorale. Et je vais juste dire quelques mots de cela, après quoi je renverrai la parole vers vous. Idéologiquement, Éric Zemmour a gagné une partie. C'est pas discutable. Il a réussi à faire du thème du grand remplacement, des problèmes d'immigration, des problèmes d'islamisme, un noyau dur de sa campagne, à tel point que les partis proches de lui, avec tous les guillemets nécessaires pour le mot proche, les partis proches de lui se sont sentis obligés de traiter ces thèmes que parfois ils avaient un peu laissés de côté. Et de ce point de vue-là, indiscutablement, la campagne Zemmour a marqué les esprits. Mais le deuxième point que je voudrais indiquer, et c'est bien aussi du fait que j'ai enseigné l'image politique, mon premier ouvrage sur l'image politique s'appelait l'image du président. Et c'était 1975, Théma, petite maison d'édition à l'époque socialiste. Et j'ai fait après l'ouverture de Beaubourg sur l'expo sur l'imagerie politique. Et je pense avoir convaincu un certain nombre de mes collègues scientifiques, parce que à l'époque, faire de la sémiologie politique une science et de la sémiologie de l'image présidentielle une science, c'était considéré comme l'abomination de la désolation. C'est pas scientifique, c'est des points de vue, chacun a son point de vue. Bon, on a quand même réussi à formaliser ce qu'on peut appeler la trajectoire
de la fusée présidentielle. Pour arriver à la présidence, je vais schématiser un peu, hein, c'est plus compliqué que ça quand même, mais au fond, la fusée présidentielle, c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est la représentativité. Vous ne pouvez pas vous présenter si vous ne représentez pas un courant d'opinion, si vous n'êtes pas suivi par un certain nombre de gens. Si vous pouvez vous présenter, mais bon, vous ferez 0, etc. Bon. Et là, indiscutablement, Zemmour a mis à feu le premier étage de sa fusée présidentielle. Il est représentatif, personne ou presque ne le dispute. Le deuxième étage est déjà plus compliqué en mise à feu. C'est la crédibilité. Et la crédibilité, sur un plan scientifique, ça a un sens très précis. Ça veut dire, est-ce que vous pensez que le personnage peut être élu? Alors, avec des sondages entre 12 et 16 ou 17%, c'est pas inatteignable, c'est pas non plus une certitude. Et le troisième étage de la fusée présidentielle, celui qui va mettre en quelque sorte le président sur orbite, c'est la fiabilité. La fiabilité, ça a aussi un sens technique et scientifique extrêmement précis. Ça veut dire convaincre mon public que les promesses que je vous fais aujourd'hui, je vais les tenir demain. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de politiques qui tiennent, quand ils sont élus, les promesses qu'ils faisaient. Bon, il y a inflation de promesses pendant la campagne, et après, il y a parfois plus grand-chose. Mais Zemmour a une difficulté majeure, c'est qu'il n'a pas de passé électoral qui peut lui permettre de justifier le fait qu'il a toujours tenu les promesses qu'il avait faites. C'est un très brillant polémiste, c'est un écrivain que je respecte, je le connais, nous avons déjeuné ensemble, nous avons discuté ensemble, on s'écrit de temps à autre, assez brièvement. Moi je fais des lettres un peu plus longues que lui, il répond par des SMS, mais enfin bon, on ne pouvait pas écrire quand même un ouvrage sur Zemmour sans connaître un tout petit peu. Donc, sur ce plan-là, Zemmour a une difficulté indiscutable, et je ne suis pas du tout là pour faire des pronostics, des prévisions ou autres, je m'abstiens justement de tout ça. Je dis simplement, supposons que la candidature Zemmour fasse en définitive, le jour de l'élection, un flop. Les bénéfices idéologiques qu'il a engrangés en faisant en sorte que sa campagne soit axée sur un certain nombre de thèmes qui sont en train de se répandre dans la population française, eh bien, s'il faisait 4 ou 5%, il y aurait un reflux. Et vous savez comment les médias savent amplifier les reflux pour dire, ben vous voyez, le grand remplacement, ça a convaincu 4 ou 5% de personnes. Et me suis même livré à ce paradoxe suivant, mais c'était plutôt humoristique, en disant, ça serait bien que Zemmour n'ait pas ses parrainages. Ça serait bien pour lui, parce que il pourrait dire, bon, m'a volé mon élection. Si je m'étais présenté, j'aurais fait un compte. Ça serait bien pour ses concurrents, bien entendu. Et, bon, je ne sais pas s'il les aura ou s'il les aura pas, puis ça ne me regarde pas, ça n'est pas de l'ordre de la science. Néanmoins, ça permet de réfléchir sur un certain nombre de points. Je ne veux pas faire de géographie électorale, c'est pas le lieu,
Et en plus, bon, même si je connais assez bien la géographie électorale française, on ne peut pas prévoir, là encore, même 3 mois à l'avance, ce qui va se passer aussi bien sur le nombre de candidats qui seront qualifiés que sur la façon dont les gens vont réfléchir. Mais ça serait, pour beaucoup, qui pensent que le problème de l'immigration, le problème de l'islamisme, les rapports avec la délinquance, les rapports avec les problèmes sociaux, les rapports avec l'environnement, etc., sont un peu au cœur des débats d'aujourd'hui. Ça serait relativement dommage de voir tout l'effort qui a été fait pour mettre au cœur du débat politique un certain nombre de thèmes être non pas réduit à rien, mais être diminué par le fait que celui qui porte ces valeurs fait finalement un score relativement faible. Et je vais ajouter une dernière chose, et je termine par ça. Travaillant sur l'image politique, j'ai évidemment regardé les affiches de Zemmour et la vidéo de Zemmour. Et comme je n'ai pas l'habitude, là encore, de me cacher derrière mon petit doigt, comme je dis, j'ai essayé de faire une analyse sémiologique. Alors, peut-être que Zemmour va changer son image, mais quand même, réduire son affiche à son visage et les signes de la respectabilité sociale, c'est-à-dire le haut du costume, la cravate et la chemise, ça se faisait il y a 40 ans. C'est pour quelqu'un qui veut renverser la table, c'est certainement pas l'image la plus convaincante. Alors je serais beaucoup plus réservé sur la vidéo qu'il a faite dans la mesure où c'était relativement original. Il a tenté de faire un mélange entre le vidéoclip d'un côté, la prestation classique et le spot. Le vidéoclip, c'est, bon, rappelez-vous, le vidéoclip Langue Mitterrand, 98 secondes pour 580 et quelques images, défilant à toute allure, etc. Ça avait fait un choc sur le plan formel, même si on pouvait discuter du contenu. Mais bon, on s'époumonne dans le désert. On a pourtant formé des tas de générations d'étudiants, de conseillers en communication, de gens travaillant sur l'image. Et quand vous voyez dans les 3 premières minutes de la vidéo de Zemmour, émerger lentement de l'ombre un visage qui lit le texte qu'il a devant lui sans regarder son auditoire, vous vous dites que même si on approuve les idées, la forme, elle n'est pas complètement au rendez-vous. C'est d'autant plus dommage qu'il y avait une attente. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, voilà. Alors, j'en déduis rien sur un plan politique, parce que je n'ai pas vu les images des autres. Enfin, si, j'ai vu l'image de Madame Hidalgo avec les yeux vers le ciel, comme la Madone qui attend le signe qui va lui permettre de dire « mais si, vous êtes encore dans la course ». Mais à part ça, je n'ai pas vu toutes les autres images, je n'ai pas vu les autres vidéos. Je pense simplement qu'aujourd'hui, dans une société où l'image compte pour beaucoup, où cette image démultipliée par les réseaux sociaux crée une sorte de débat permanent, il serait bien que les divers politiques puissent
établir une cohérence entre les idées qu'ils défendent et la forme qu'ils choisissent. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.